Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Pour ce deuxième entretien, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Brigitte Gauthière. Brigitte Gauthière est la cofondatrice, porte-parole et directrice de l'association de défense des animaux L214. L214 est lanceuse d'alerte et vous la connaissez certainement pour ses enquêtes vidéo sur les conditions d'élevage des animaux et sur leurs conditions d'abattage. L'association a collectivement publié plusieurs livres, dont La face cachée de nos assiettes et Quand la fin ne justifie plus les moyens, tous deux publiés en 2019. Et Brigitte Gauthière a préfacé le livre de Jean-Baptiste Del-Amo, L214, Une voix pour les animaux, publié en 2017. Dans le premier épisode, on a beaucoup parlé du concept de spécisme, et ça a pu sembler parfois un peu abstrait dans l'analyse. Alors le but de cet épisode, c'est d'en montrer une manifestation concrète, en prenant le cas de l'élevage, qui est vraiment une pratique et un système qui relève du spécisme poussé à son extrême. Je pense que c'est essentiel qu'on se mette d'accord sur les faits, qu'on observe comment sont traités les animaux non humains qui sont élevés, transportés, abattus pour la consommation humaine. Et moi qui croyais avoir déjà une image assez claire de ce qui se passait, j'ai encore découvert des choses en préparant cet épisode et en écoutant Brigitte Gauthière. Du coup, peut-être que vous en apprendrez plus également. Alors c'est parti pour l'entretien. Bonjour Brigitte Gauthière. Bonjour Victor. Alors, peut-être avant tout, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association, pourquoi ce nom, L214 ? Oh, L214, ça vient en fait d'un article du Code rural, l'article L214.1, qui reconnaît pour la première fois dans le droit français en 1976 la sensibilité des animaux. Ce sont des êtres sensibles. Et cet article va plus loin, il demande aux propriétaires de placer les animaux dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Alors on n'est pas forcément d'accord avec la notion de propriété et tout ça. Il n'empêche que si déjà au moins cet article était respecté, il y a tout un tas de violences qui sont exercées envers les animaux qui seraient réellement interdites aujourd'hui. Et on a trouvé que c'était un nom assez intriguant, saillant, pour que justement ce soit une des premières questions qu'on nous pose et que ça remette la sensibilité des animaux au centre du débat. D'accord, alors le but de cet épisode, c'est d'établir le constat, car trop de personnes ignorent, je pense, l'ampleur de l'exploitation animale, et en fait, avancer sur le plan des idées, vraiment ça sert à rien si on ne reconnaît pas d'abord la réalité de l'exploitation des animaux. Et justement, c'est un peu ma deuxième question. Est-ce que les gens savent en fait ce qui se passe, ou est-ce qu'ils continuent de vous écrire pour vous dire qu'ils sont surpris par le contenu de vos enquêtes ? En fait, ma question sous-jacente, c'est est-ce qu'informer suffit ? Alors, très clairement, informer ne suffit pas parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on sait. Quelque part, il y a peut-être une différence entre savoir et réaliser. Il y a plein de choses qu'on sait. Enfin, c'est évident que tout le monde sait que pour obtenir de la viande, il faut faire tuer des animaux. Ça paraît... voilà, peut-être des jeunes enfants ne le savent pas, mais à partir d'un certain âge, on le sait. Mais on ne l'a pas conscientisé. Et du coup... quelque part, la manifestation la plus crue du spécisme, c'est vraiment le fait de faire tuer des animaux pour les manger. Et avec L214, on pose sur la table les conséquences concrètes de cette exploitation des animaux jusque dans leur chair. Et c'est par là qu'on veut peut-être amener le choc, tout simplement. Oui, lever des émotions. Enfin, c'est pas sale d'avoir des émotions, c'est plutôt sain, au contraire. Et du coup, se reconnecter en fait avec la réalité de ce que vivent ou comment meurent les animaux qui sont utilisés pour la consommation alimentaire. Et on s'est concentré sur ce pan-là parce que 99,9999% des animaux qui sont exploités par les êtres humains, c'est pour la consommation alimentaire. Donc ça nous semblait vraiment hyper intéressant, pertinent d'aller sur ce terrain-là d'une part, sur la question du spécisme,
et aussi parce que la moindre avancée qu'on obtient sur ce terrain-là, en fait, ça impacte immédiatement énormément d'animaux. « 99,999%. J'ai beau avoir toute confiance en Brigitte Gauthier et connaître le sérieux du travail de L214, je suis quand même allé regarder les chiffres, histoire d'avoir en tête les ordres de grandeur de l'exploitation animale. J'ai pris le cas de la France, mais n'hésitez pas à me dire si les proportions sont différentes dans d'autres pays, au Québec ou en Suisse par exemple. Et donc on a d'abord l'expérimentation animale, qui représente environ 2 millions d'animaux tués chaque année, selon le ministère de la Recherche. Le nombre d'animaux chassés par an en France serait lui d'environ 22 millions. Et toujours en ordre de grandeur approximatif, le nombre d'animaux d'élevage terrestre abattus en France est de 3 millions par jour. 3 millions par jour, ce qui fait plus d'1 milliard d'animaux terrestres abattus pour la consommation humaine par an, rien qu'en France. Et ça, c'est sans compter la pêche, pour laquelle les chiffres sont encore plus hallucinants. Mais on aura un épisode dédié aux poissons dans le podcast, donc pour l'instant je laisse cette question de côté. Et du coup oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, 1 milliard par an, c'est bien plus que 2 millions pour l'expérimentation animale ou 22 millions pour la chasse. Et donc ça fait vraiment plus que 99% des animaux intentionnellement tués directement par les humains chaque année. Je vous mets bien sûr toutes les sources que j'ai utilisées dans la description, comme ça vous pouvez vérifier par vous-même et me dire si j'ai fait des erreurs. Et notamment un grand merci à Florence Delry qui a récemment compilé plusieurs sources officielles pour pouvoir dresser un tableau global de l'exploitation animale en France. Je vous recommande tout son travail, que vous pouvez retrouver sur questionanimaliste.com. Bon, assez parlé de chiffres, on revient à l'entretien. J'aimerais d'abord remonter avec vous sur l'histoire de cette association, et notamment avant que L214 ne soit créée, donc en 2008. Vous aviez créé avec plusieurs personnes Stop Gavage en 2003 pour dénoncer les souffrances infligées aux animaux dans la filière du foie gras. Alors pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce combat-là précisément à l'époque ? Alors précisément, maintenant ça remonte à longtemps et je pense que ce sera plus frais dans l'esprit de personnes qui auront plus de mémoire que moi. Mais quand même, il y avait dans cette idée-là le fait que vraiment, pour obtenir du foie gras, on pousse jusque l'extrême ce qu'on fait subir à des animaux pour le plaisir de manger un de leurs organes. Et donc là, en l'occurrence, pour le foie gras, on va faire ingérer de force à un animal une quantité de nourriture qu'il n'aurait jamais pris spontanément, et on va déclencher chez lui une maladie, la stéatose hépatique. On va, entre guillemets, profiter d'un dysfonctionnement du foie pour provoquer le foie gras, finalement, ce foie qui va prendre 10 fois la taille normale d'un foie. Et on s'est dit que c'était une bonne entrée en matière pour aller sur justement cette question, mais jusqu'où on est prêt à faire endurer des souffrances pour un animal pour finalement le simple plaisir de le manger, puisqu'on n'est pas en situation de nécessité. Pour le foie gras, encore plus que pour le reste, c'est un mets d'exception, classé dans le luxe, on en mange une fois par an, donc on n'est même pas sur la question d'habitude alimentaire très ancrée, on est sur une opération marketing qui a bien marché pour faire consommer du foie gras. Et donc, il y avait l'idée de rentrer par ce coin-là pour interroger finalement sur vraiment la question, est-ce qu'on peut vraiment se regarder en face finalement en tant que société dans les souffrances qu'on fait endurer à un animal pour notre plaisir. Et alors c'est un combat qui continue, parce qu'il me semble que la France est encore le premier producteur de foie gras au monde, alors que je crois que c'est quelque chose comme 12 pays en Europe ont interdit le gavage. Alors effectivement, c'est bien de mettre en avant d'abord les échecs de notre entreprise, puisque quand on a eu les premières images, on s'est dit mais c'est fini le foie gras. Une fois que les gens auront vu, c'est juste pas possible que cette industrie elle continue.
Alors la suite nous prouva que non, puisqu'on se retrouve maintenant une quinzaine d'années après, et encore je suis gentille, et on est toujours effectivement en France premier producteur de foie gras et premier consommateur de foie gras aussi. Donc il y a vraiment... il suffit pas de montrer les images, il suffit pas finalement d'être conscient, parce que quand on a des sondages qui montrent que les 2 tiers des gens sont conscients des souffrances endurées par les canards et les oies pour la production de foie gras, et qui pour autant continuent d'en acheter ou d'en manger, oui, c'est pas gagné. Et alors à propos du foie gras, ça s'était même pas arrêté aux enquêtes, parce que le président de L214, Antoine Comiti, avait écrit un bouquin, L'INRA au secours du foie gras, en 2006, pour dénoncer les conflits d'intérêts de certains scientifiques de l'INRA, qui affirmaient qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques indiquant que le gavage était une source de souffrance pour les oies et les canards. Exactement. Et pourquoi il a commis cet ouvrage? Parce que les premiers passages télé qu'on a eus du coup sur la question du foie gras, on s'est retrouvé en face de scientifiques de l'INRA qui affirmaient ça en plateau. Et donc nous, militants animalistes, en face de scientifiques en blouse blanche, évidemment, qui est-ce que vous allez croire? Évidemment, la personne qui a le statut de scientifique, ce qui est normalement légitime. Ce qui est plutôt raisonnable. Ce qui est plutôt raisonnable. Et donc, du coup, oui, ni une ni deux, Antoine a fait la démonstration que là, on était devant des conflits d'intérêts, un institut de recherche public qui reçoit des fonds privés et qui, du coup, n'a pas une parole qui peut être neutre, d'intérêt général, dans un débat public bien légitime autour de la souffrance des animaux. Ça m'amène à une autre question que je voulais vous poser. Quel est votre rapport aux médias et surtout comment il a évolué depuis vos tout débuts de militants où vous aviez du mal à vous faire entendre probablement, à maintenant où il y a un peu plus de caisse de résonance quand vous lancez vos enquêtes? Alors, pour être très honnête, on a toujours eu l'impression d'avoir énormément de retours presse. Sauf que, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que, en regardant dans le rétro, on en a finalement eu moins l'année précédente, etc. Donc, pour nous, on a toujours eu l'impression d'avoir un accueil plutôt bienveillant de la part des journalistes, d'autant qu'on était très soigneux dans les données qu'on apportait, elles sont toujours sourcées. On essaye de donner un dossier. Quand on montre des images, on essaye de replacer dans un contexte général. Est-ce qu'on est devant quelque chose d'exceptionnel ou est-ce qu'on est plutôt dans un cas ordinaire? Est-ce qu'il y a des infractions à la réglementation? Qu'est-ce qui relève d'une infraction? Qu'est-ce qui relève de juste la structure même de l'établissement, de l'élevage, de l'abattoir, voilà. Et du coup, on a toujours été relativement rigoureux et je crois que cette rigueur a fait qu'un certain nombre de journalistes ont au moins lu nos communiqués et ont décidé avec leur rédaction de relayer ou de ne pas relayer. On a eu aussi des émissions de radio, moi je me rappelle très bien d'émissions où c'était une émission sur France Inter quand la morale s'accroche au caddie, et où en fait j'ai quasiment pas pu en placer une, où je me suis retrouvée effectivement en face d'un représentant de la filière du foie gras, en face d'un scientifique de l'INRA, et puis la journaliste Isabelle Giordano qui est rentrée justement quelques semaines après, coïncidence, au club des amis du foie gras. Voilà. Donc, et le médiateur a reçu énormément de courriers. Donc à l'époque, on n'était quasiment pas connus. Hein. Mais les auditeurs et auditrices de France Inter ont réagi en disant « Mais attendez, vous invitez quelqu'un pour lui couper la parole en plein milieu d'une phrase, pour pas l'entendre juste donner ses arguments, tout simplement. » Et donc ça avait fait un véritable tollé. Et je me rappelle que quand le livre de Jonathan Safran Foer est sorti, « Faut-il arrêter de manger les animaux ?» Donc quelque part, nous, ça faisait déjà quelques années qu'on questionnait la légitimité de continuer à faire tuer les animaux pour les manger alors qu'il n'y a aucune nécessité. Et quand on abordait ces questions-là avec des journalistes, on avait un certain scepticisme, une remise en question, mais est-ce que c'est pas un peu extrémiste, etc. Et alors, Jonathan Safran Foer, tapis rouge, il disait exactement la même chose que nous, mais alors vraiment pas, les journalistes buvaient ses paroles. Ça a été la même chose pour Mathieu Ricard, par exemple. Et
Voilà. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est une question qu'on peut aborder. Alors il y a toujours un petit peu je dirais, de contradiction, en tout cas des questions profondes qui se soulèvent en même temps, des interrogations. Mais tout de même, c'est des questions qu'on peut amener, qu'on peut poser aujourd'hui. Alors sur le modèle d'élevage intensif, je dirais facile, partie facile. Sur la démocratisation de l'alimentation végétale, ça va, quand on parle de réduction, etc. Mais vraiment sur le fait d'avoir une vision, la vision d'une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources à sa disposition, là on sent que c'est bouleversant pour les gens, finalement. Mais on a quand même un accueil qui est beaucoup plus favorable et où on peut effectivement donner un certain nombre d'arguments la plupart du temps. Et donc, depuis 2008, c'est sous le nom d'L214 et de la nouvelle association créée que vous menez régulièrement des enquêtes. Je crois que c'est quelque chose comme 1 ou 2 par mois à peu près, et vous en avez maintenant plus d'une centaine. Ouais, je pense qu'on est à plutôt, je dirais, une par mois. Alors après, ça se précipite à certains moments, on en a plus à Hmm. montrer, et d'autres moments, enfin voilà, ça fait un peu l'accordéon sur l'année, mais on est à 10-12 enquêtes par an à peu près. D'accord. Et qu'est-ce qui, après Stop Gavage, vous avez incité donc à créer L214? En fait, on s'est fait la réflexion que si vraiment on prenait la question animale au sérieux, si vraiment on voulait faire avancer le schmilblick, à un moment, il fallait créer une structure qui permette de dégager du temps à des gens pour se consacrer à cette cause. Et donc, ça a été toute l'idée de faire ça. Et dans les associations qui existaient à l'époque, il y avait des associations qui étaient welfaristes, donc qui se battaient pour que les conditions d'élevage, de transport, d'abattage soient moins pires pour les animaux. Mais finalement, on ne parlait pas de la consommation de viande, ou quasiment pas, en tout cas pas de végétarisme. Il y avait des associations végétariennes, comme l'Association végétarienne de France, par exemple, donc où là, on était plutôt sur l'alimentation. Il y avait des associations qui étaient abolitionnistes, comme One Voice, mais qui avaient embrassé un spectre très large de l'exploitation animale. Donc abolitionnisme qui était pour la fin de toute forme d'exploitation des animaux. Voilà, exactement, fin de toute forme d'exploitation des animaux et qui traitait de la question de l'expérimentation animale, de la chasse, de la question de la fourrure, etc., de l'alimentation, un spectre très large. Et pour nous, ça paraissait important d'avoir une association ouvertement abolitionniste, donc avec une vision à long terme qui dit euh, qu'on devrait considérer les animaux comme des cohabitants de notre planète et pas comme des ressources à notre disposition, réinventer des rapports qui soient gagnant-gagnant plutôt que les animaux soient perdants à tous les coups, comme c'est le cas aujourd'hui dans une extrême écrasante majorité de cas. Et puis, de l'autre côté, qui fasse reculer le pire de ce qui arrive pour les animaux, donc très pragmatique, avec des victoires qu'on peut avoir au fur et à mesure. Alors, victoire, c'est un bien grand mot, hein, c'est plutôt des avancées ou des reculs du pire de ce qui se fait pour les animaux. Et de l'autre côté, qui va être sur euh, la démocratisation de l'alimentation végétale. Donc faire connaître le véganisme, essayer d'avoir le plus de lieux qui proposent des options véganes, de façon à ce que ce soit simple finalement de manger, enfin finalement qu'on mange vegan aussi sans y faire attention dans un premier temps, et puis peut-être avec la conscientisation de prendre tout le temps l'option vegan. La suite de cet entretien décrit dans le détail la souffrance vécue par les animaux lors de l'élevage, le transport vers les abattoirs et pendant l'abattage lui-même. Alors assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Alors j'aimerais qu'on parle des conditions des animaux d'élevage pour leur viande, et peut-être en remontant chronologiquement par rapport à leur mise à mort, parce que c'est peut-être l'étape où la souffrance paraît la plus évidente, c'est l'abattage. Mhm. Alors je vais poser la question un peu naïvement, mais est-ce que les animaux souffrent pendant l'abattage? Alors je précise, je pose la question à la fois dans les conditions normales et dans les fois où la réglementation n'est pas respectée. Alors de façon très claire, oui, et je ne le dis pas en tant que militante, je le dis parce que c'est écrit en préambule du règlement qui encadre les conditions d'abattage des animaux, qui est un règlement européen. Et dans les considérants,
c'est bien noté que toutes les conditions d'abattage ont leurs avantages et leurs inconvénients et que de toute façon, dans tous les cas, c'est pas possible de garantir un abattage sans faire souffrir les animaux. Grosso modo, je résume grossièrement. Et puis en 2018, si ma mémoire est bonne, on a un avis de l'ANSES qui parle justement de ce qu'est... Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire et de la santé. Voilà, qui est un organisme d'État et qui a publié un avis sur qu'est-ce que le bien-être animal. Et il est relativement important à nos yeux parce que non seulement il parle du bien-être physique, donc voilà, j'ai à boire, j'ai à manger, j'ai pas froid, j'ai pas trop chaud, enfin voilà, vraiment physique, et il parle du psychisme. Et ça c'est bien important parce que justement dans les conditions d'abattage, on peut se dire, une balle entre les deux yeux, si l'étourdissement est bien fait avec le matador par exemple, théoriquement c'est instantané. Sauf qu'en réalité, on n'est pas du tout dans l'instantané. Il a fallu que les animaux arrivent à l'abattoir, soit déchargés dans ce lieu qu'ils ne connaissent pas, qui est extrêmement bruyant, où ils vont croiser d'autres animaux, humains, non humains, qu'ils ne connaissent pas du tout, dans une atmosphère assez métallique, avec des odeurs. Enfin, l'odeur d'un abattoir, c'est assez spécial quand même, hein. C'est un mélange de sang, d'excréments, de produits aussi. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, faut entrer pour percevoir cette ambiance très particulière de l'abattoir. Voilà, avec des animaux qui sont en détresse aussi. Et donc, il n'y a pas que l'instant où l'animal est étourdi quand il est étourdi, mais il y a toute l'amenée, voilà, tout le temps qu'il reste dans ce qu'on appelle la bouverie, ou tout le temps où il reste dans des caisses quand c'est des oiseaux ou des lapins, tout le temps où ils sont amenés, et en principe, assez brutalement, il faut passer par des couloirs, voilà, ils sont effrayés, donc ils n'avancent pas forcément au rythme où le souhaiteraient les ouvriers qui sont là. Donc il faut les pousser, il y a des aiguillons électriques qui peuvent être utilisés. Donc aiguillons électriques, hein, c'est les tasers, quoi. Enfin, vraiment, c'est une décharge électrique qui peut être quand même assez intense pour provoquer une réaction qui fait avancer. Et puis quand les animaux arrivent, alors pour les plus grands d'entre eux, dans le box de contention, donc le box d'immobilisation, donc pour les plus gros animaux, c'est vraiment un box dans lequel ils rentrent et puis ils vont être immobilisés dans ce box. Pour les animaux plus petits comme les chèvres, les moutons, ça va être ce qu'on appelle un restraineur. Donc ils vont être pris sur une espèce de tapis roulant qui les enrobe et qui les amène jusqu'au poste d'étourdissement ou au poste de saignée, j'y reviendrai dans un instant. Et puis pour les oiseaux, ils sont déchargés des caisses, ils sont suspendus encore conscients, et ensuite c'est toute une chaîne qui va les amener à souvent un bac d'eau électrifié, donc décharge électrique, où il y a un petit doute. Est-ce que vraiment ils tombent dans l'inconscience ou est-ce qu'ils sont simplement tétanisés? Ça, donc c'est cette étape-là qu'on appelle étourdissement. Voilà, donc pour les oiseaux, ça c'est l'étourdissement électrique, par un bain d'eau. Leur tête passe dedans et du coup ça provoque un choc électrique qui les rend inconscients ou qui les tétanise. Vraiment, il y a encore une recherche à faire là-dessus. Et ensuite, ils en sortent et ils vont arriver soit sur une lame automatique, soit une personne qui vient sectionner une partie de leur cou pour qu'ils soient saignés. L'étourdissement électrique est aussi utilisé par exemple pour les moutons, les chèvres, pour les cochons. Donc là, c'est un processus soit automatique, soit à la main, une pince qui vient enserrer le crâne de l'animal pour lui envoyer une décharge électrique. En fonction de comment c'est réglé, c'est le même processus aussi pour les lapins, ça provoque effectivement une perte de conscience ou c'est un choc électrique. Donc c'est juste une douleur et il faut recommencer. Pour les animaux plus gros comme les vaches, les veaux, ça va être un pistolet à tige perforante qui va être utilisé. Et là, il faut que l'ouvrier d'abattoir ajuste son tir de façon à créer une lésion dans le cerveau qui vient justement faire tomber dans la perte de conscience et la perte de sensibilité de l'animal.
Mais vous imaginez bien qu'ajuster son tir, c'est pas forcément si facile. Et oui, l'animal a peur, il se débat, Voilà, il n'est pas alors normalement complètement immobile. normalement il est complètement immobilisé, sauf que justement au cours des enquêtes, de ce qu'on a pu montrer, et aussi dans les rapports des services vétérinaires qui ont été rendus publics, notamment en 2016, on se rend compte que ces pièges à contention, qui sont censés immobiliser les animaux, ben souvent ils ne sont pas à la bonne taille. Par exemple, ils vont utiliser des grands gabarits de pièges pour des veaux. Ben, évidemment, le veau, il nage dedans, enfin, il n'est absolument pas immobilisé, il est complètement terrorisé. Les animaux, ben, ils ont des réflexes comme les nôtres, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à fuir. Et donc, ben, on va être dans ces situations où on a une souffrance psychologique qui est absolument intense. Il peut y avoir des ratés. On peut voir justement sur les crânes des impacts de balles, les impacts du pistolet à tige perforante, plusieurs. On peut voir aussi des animaux se débattre après les bains d'eau électrique, par exemple. Et puis un autre mode d'abattage, c'est l'abattage au dioxyde de carbone. Donc là, c'est une atmosphère, comme ils disent, une atmosphère contrôlée, où vous avez du dioxyde de carbone. On l'a montré à Oudan notamment et à l'Est, ces cochons qui descendent dans une nacelle, qui se jettent dans tous les sens parce que c'est un gaz qui est aversif pour eux, le dioxyde de carbone, et qui sont finalement asphyxiés en plusieurs dizaines de secondes. Ah oui, donc c'est pas comme le gaz à l'hôpital qui nous endort, où on est tout heureux et on se met à rigoler. C'est... Pas du tout. Non, c'est pas du tout une partie de plaisir. Et du coup, dans ce fameux règlement sur l'abattage, ils disent bien, bah oui, la suspension des oiseaux avant étourdissement, on sait très bien que ça va être douloureux pour les oiseaux, mais économiquement parlant, tout de suite, bah on va rien décider maintenant. Et pareil pour les cochons. Et puis il y a un autre mode d'abattage, c'est l'abattage sans étourdissement, qui est utilisé notamment pour les abattages halal et kasher, mais qui est aussi largement pratiqué pour les poissons, par exemple. Donc on a abattage sans étourdissement. Là, l'animal est en pleine conscience et donc va être saigné, égorgé de part en part, alors qu'il est encore conscient. Alors souvent on voit sur les réseaux sociaux, ah bah oui, halal, kasher, ils égorgent les animaux, mais alors quand on a étourdi les animaux, après on les saigne aussi. Donc dans les deux cas, on va chercher à la loupa, on va utiliser en fait le cœur qui bat encore pour que le sang se vide, sorte de l'animal en fait. Donc, et dans les deux cas, bah, après on les suspend, on va... alors le terme c'est habillage, en fait on va retirer les peaux, on va couper les pattes et ce sera parti pour le circuit de découpe de ces animaux. Donc là c'est vraiment la phase finale. Alors on peut se dire bah, c'est un bref moment de la vie, n'empêche que c'est celui qui est définitif, c'est celui où il n'y a pas de retour possible, c'est là où les animaux perdent ce qu'ils ont de plus précieux, comme nous, la vie. Voilà, c'est des relations sociales brisées, etc. Donc vraiment, c'est justement ce moment-là particulièrement où les professionnels sont hyper attentifs à ce qu'aucune image ne puisse sortir de ces lieux, parce que c'est vraiment le moment, je crois, où on réalise le plus ce qu'on fait subir aux animaux, la violence de ce qu'on leur fait subir, qui a son paroxysme à ce moment-là. Et ce que vous décrivez, est-ce que c'est aussi ce qui se passe peut-être dans les petits abattoirs ou dans les abattoirs mobiles, s'il y en a ? Alors oui, on a montré justement, une des enquêtes qu'on a faites, c'est l'abattoir du Vigan. C'est le plus petit abattoir de France, alors fixe pour le coup. Donc on a montré aussi dans des grands abattoirs. Donc on a montré, je pense, à peu près le panel, toute la gamme, tous les modes d'abattage aussi. Et pour les abattoirs mobiles, bah, le processus n'est guère différent. Il y a sans doute pas l'angoisse au départ de se retrouver dans un milieu que l'animal ne connaît pas. Concrètement, un abattoir mobile, c'est quoi ? C'est un camion qui arrive dans les élevages ?
c'est un camion qui arrive, ça peut se faire aussi à l'extérieur, mais souvent c'est un camion, donc l'animal est chargé, il est étourdi relativement rapidement. Mais l'étourdissement peut être raté. Il y a la question des contrôles aussi. Voilà, il n'y a pas forcément des agents vétérinaires qui sont là pour contrôler, mais dans les abattoirs non plus, hein, on pourrait répondre, ils sont occupés plutôt à s'occuper de l'aspect sanitaire plutôt que des conditions d'abattage des animaux. Donc voilà, donc c'est sans doute un peu moins pire pour les animaux qui sont en abattage à la ferme et tout ça. N'empêche que pour eux aussi c'est définitif, quoi. Enfin voilà, c'est pas un couteau à bourron qui est utilisé. Enfin, ils vont pas au suicide non plus. C'est des animaux qui, justement, peut-être dans les abattoirs mobiles, où on se dit, ou en tout cas c'est ce qui est avancé par les éleveurs, qu'ils ont eu une belle vie. Et du coup, on va interrompre cette vie où il y avait encore plein de bonnes choses à vivre. Nous, parce qu'on a envie, et non pas besoin, on a envie de manger de la viande, on va priver un être qui, comme nous, avait des relations sociales, etc., était dans un groupe, à interrompre sa vie brutalement, quoi. Dans une de vos dernières enquêtes, votre enquêteur Thomas Saidi s'est fait embaucher dans un abattoir du groupe Bigard, et ce qu'il y a vu est juste à peine croyable en fait. Est-ce que vous pouvez raconter ça ? Oui, alors déjà pour rappeler, Thomas, il s'est fait embaucher en tant qu'agent vétérinaire avec un CV où il ne montrait pas forcément des compétences pour pouvoir assurer à ce poste. Mais il a été embauché quand même. Et grosso modo, les deux choses qu'on lui a demandé, c'est est-ce qu'il n'a pas peur du couteau et pas peur du sang, quoi. Enfin, vraiment, c'était grosso modo tout ce qu'on lui a demandé. Et il a pu documenter effectivement les conditions d'abattage des animaux, donc en abattage avec étourdissement, sans étourdissement. On peut voir justement les réactions des animaux, les réactions de fuite et tout ça. Et aussi ce qu'il a pu filmer, c'est au final l'abattage des vaches gestantes avec les suites, c'est-à-dire ces poches, ces utérus en fait, qu'on ouvre, dans lequel il y a des veaux qui sont parfois prêts à naître, et on va ponctionner directement dans leur cœur par une épine, par une aiguille, le liquide qui va être le sérum fœtal bovin, qui va être utilisé après dans l'industrie pharmaceutique par ailleurs. Donc là, on voit en fait sur les images ce prélèvement et comment on plie, comme quand vous videz un matelas pneumatique de son air, comment l'animal est plié dans tous les sens de façon à essayer de récupérer le plus possible de ce sérum pour lequel il existe des alternatives aujourd'hui, y compris des alternatives végétales. Ça veut dire qu'en fait, c'est les conditions normales, c'est pas juste des erreurs que les vaches arrivent gestantes, c'est prévu comme ça. Alors les éleveurs disent bon, dans la plupart des cas on ne savait pas. En même temps c'est des inséminations artificielles, donc ils sont bien conscients qu'ils ont opéré à des inséminations artificielles, et notamment pour les vaches laitières, le fait qu'elles soient gestantes fait qu'elles reprennent des forces, qu'elles se remplument en fait, pour pouvoir avoir, puisque je le rappelle, dans l'industrie du lait, donc les vaches sont utilisées pour produire du lait, on leur fait faire des veaux pour déclencher la lactation. Oui, parce qu'elles ne font pas du lait tout le temps, elles ont besoin d'avoir un veau pour faire du lait. Ouais, exactement comme nous, les femmes, on est des mammifères, pour avoir du lait, il faut qu'on ait un enfant, un nouveau-né. Et du coup, quand elles ne sont plus assez productives, quand elles sont devenues stériles aussi à force d'insémination, etc., elles sont envoyées à l'abattoir et généralement elles finissent en steak haché. Donc voilà, quand on achète des steaks hachés, on achète la plupart du temps des vaches qui ont été des vaches laitières, des morceaux de vaches laitières. Et donc, avant de les envoyer à l'abattoir, eh bien, soit elles ont été réinséminées parce qu'ils comptaient la mettre dans le circuit, mais il y a eu un problème ou un autre, et elles sont envoyées à l'abattoir. Donc, je pense qu'ils savent qu'elles sont gestantes à ce moment-là. Et puis, d'autres fois, ils provoquent le fait d'être gestantes
de façon à ce qu'elles prennent plus de gras. Et donc, voilà, comme c'est payé au poids de la carcasse, vous imaginez bien que ça fait davantage de revenus aussi derrière. Donc il y a à la fois peut-être certains éleveurs qui ignorent, effectivement, mais il y en a d'autres, je pense qu'ils ne peuvent pas ignorer que les vaches qu'ils envoient à l'abattoir, elles attendent des petits. En fait, cette situation est loin d'être anecdotique, et elle est même connue des autorités de santé, notamment dans un rapport de l'EFSA de 2017, donc l'autorité européenne de sécurité des aliments. Il est écrit qu'environ 3% des vaches laitières sont en fin de gestation quand elles arrivent à l'abattoir. Surtout, ne ratez pas la seconde partie de cet entretien, où Brigitte Gauthier termine la description des conditions de transport et d'élevage des animaux non humains, mais aussi finit sur une note plus positive, en nous parlant des victoires récentes de l'association, et nous donne ses recommandations de lecture. Alors on se retrouve dans la deuxième partie. A tout de suite.